Bonjour, aujourd'hui on va parler du sentiment de dépersonnalisation, un état qu'on peut entendre au travers du discours de certains patients. Alors on va parler ici de la sémiologie uniquement, c'est-à-dire que la description clinique qui doit restituer le plus fidèlement possible l'état d'un patient et non pas de l'explication qui là peut varier en fonction de l'orientation du psychologue ou du psychiatre. Comment on peut caractériser ce symptôme de dépersonnalisation? Quels sont les contextes dans lesquels on peut rencontrer ce ressenti-là? Et quels sont les autres symptômes psychiques qui peuvent faire penser à de la dépersonnalisation mais qui n'en sont pas? C'est tout l'objet de cette capsule Sémio numéro 1. Le symptôme de dépersonnalisation est caractérisé par le fait de se sentir étranger à soi-même, comme si l'on était un autre. Il y a une sensation d'être hors du réel avec énormément d'éléments de transformation. Ce sentiment d'étrangeté se porte sur le moi, même s'il peut faire intervenir des tiers dans lesquels le moi serait projeté par exemple. On retrouve dans un autre symptôme, la déréalisation, cette même tonalité en termes de vécu, mais cette fois-ci portée sur le monde extérieur. Donc la dépersonnalisation concerne le sujet, son moi, alors que la déréalisation va amener ce sentiment d'inquiétante étrangeté sur le monde extérieur. Alors le premier contexte dans lequel on peut faire l'observation clinique de ce sentiment de dépersonnalisation, c'est dans le cadre de constructions délirantes où vous pouvez avoir des discours de patients qui vont par exemple vous dire que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est implanté dans son corps et que lui-même est implanté dans un autre corps avec des transformations massives qui marquent ce symptôme de dépersonnalisation. Mais on peut également trouver ce vécu dans des pathologies qui nous paraissent moins étrangères, moins bizarres, comme par exemple dans les attaques de panique, où on retrouve des discours de patients se remémorant ce moment critique en évoquant certains aspects comme le fait de ne plus sentir son corps, de se sentir un autre que lui-même, et on peut donc rentrer ce type de narration dans le cadre du sentiment de dépersonnalisation. Troisième exemple, dans le cadre d'un épisode dépressif majeur, on retrouve assez fréquemment ce genre de discours de personnes qui se sentent un petit peu comme des automates, n'existant plus, ne pouvant rien faire par eux-mêmes. Alors bien sûr, l'idée c'est pas uniquement d'identifier si oui ou non des éléments de discours peuvent être rentrés dans la case de l'observation clinique de la dépersonnalisation, mais plutôt d'appréhender la sévérité de ce symptôme. Et là, on peut être face à un trouble qui est léger, qui ne remet pas en cause l'unité de la personne ou son identité profonde, à un trouble de dépersonnalisation beaucoup plus sévère qui là change profondément le vécu d'unité et l'identité du sujet. Alors comme je l'évoquais dans mon premier exemple, on retrouve souvent un phénomène de transitivisme où le patient attribue à d'autres personnes ses propres expériences. Et la réciproque est aussi vraie. On parle d'appropriation quand ce sont des expériences d'autrui que ressent le patient avec la conviction absolue de ce ressenti. Alors qu'est-ce qui permet de bien repérer et de ne pas identifier comme lié à de la dépersonnalisation d'autres symptômes? Bien déjà, on peut exclure les patients qui sont atteints d'une maladie importante qui peuvent changer profondément leur identité. Donc on ne sera pas dans le cadre de l'observation de ce symptôme psychique de dépersonnalisation. On peut également exclure des discours du patient qui peuvent en surface avoir l'air d'être quelque chose de la dépersonnalisation mais qui relèvent en fait d'une sorte de discours pseudo-philosophique sur la continuité, le changement, bref, un discours qui pourrait, si on s'y méprend, rentrer dans le cadre de la dépersonnalisation, mais qui n'est pas de cet ordre-là. Alors on peut noter aussi 4 autres symptômes psychiques qui pourraient ressembler sous certains aspects à de la dépersonnalisation. Et en premier lieu, un trouble qu'on appelle le trouble d'orientation de sa propre personne, dans laquelle le sujet peut perdre un nombre d'éléments biographiques assez important et on pourrait l'entendre sur le versant de la dépersonnalisation. Or, ce n'est pas le cas. On est plutôt dans une autre catégorie qu'on appelle les troubles de l'orientation qui correspondent aux perturbations en termes d'orientation dans le temps ou dans l'espace. Deuxième symptôme qui pourrait passer pour de la dépersonnalisation, c'est la perception délirante dans laquelle des perceptions réelles prennent des proportions complètement anormales. C'est un type de discours qui peut être confondu avec le sentiment de dépersonnalisation, surtout sous l'angle de la transformation, qui est quelque chose de très présent dans l'un et dans l'autre de ces deux symptômes psychiques. On retrouve également deux troubles de la perception qui peuvent passer pour de la dépersonnalisation. La première, c'est l'illusion, où on a la méconnaissance
d'un objet pourtant perceptible. Et également ce qu'on appelle la perception synesthésique, qui là est une perception tactile sans stimulus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce symptôme de dépersonnalisation, comment le repérer, quels sont les autres troubles qui le délimitent et qui peuvent amener une confusion. N'hésitez pas, si ce format vous a plu, à le pousser avec des j'aime et des partages. J'ai beaucoup d'autres symptômes dans ma musette à vous présenter pour les prochaines capsules Semio. Je vous souhaite de passer une bonne journée, à très bientôt.